C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades au sans-fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bague, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom. Les amis de la rue Michel présentent La ville sans nom. Une nouvelle de Paul Baquiast, lue par Paul Baquiast et Jacques Debray. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade. La nuit, peu à peu, s'était étendue sur les ponts. Une nuit sombre, opaque, humide. La pluie n'avait pas cessé de tomber depuis le matin, entrecoupée de rares éclaircies, durant lesquelles les parfums frais de l'herbe mouillée se mêlaient à ceux, âcres, d'une essence mal raffinée. C'était encore l'été, mais on sentait déjà l'automne. La ville s'était couchée tôt. Avec le soir, un air frileux s'était mêlé à la pluie. On avait peu parlé à table, on rêva peu. Dans le silence des rues, les insomniaques purent entendre, vers minuit, les crissements de pneus d'une automobile désemparée, suivi d'un vombrissement sourd et continu qui, venu du ciel, descendit sur la ville et l'enserra, comme pour l'étouffer. Il y eut un nouvel instant de silence, puis un grincement métallique, qui se répandit de boulevard en boulevard. On entendit des cris, des injures, des portes qui claquent, des moteurs diesel en attente, qui soudain se mettaient en branle. Vers 6 heures, quelques coups de feu retentirent, en direction des toits. Nul besoin d'écouter la radio pour comprendre. Les hommes, le dos voûté et le visage fermé, entre incrédulité et consternation, descendirent dans la rue. Puis les femmes, puis les enfants, puis les vieillards. Les vieillards qui se rappelaient d'autres dates, d'autres uniformes, différents et pourtant, en ce jour du 21 août 1968, si semblables. Sur la place Wenceslas de Prague, ils étaient plusieurs milliers. 10 000, 20 000, l'heure n'était pas au compte. Mais sur près de 700 mètres, en serrant des chars, assiégeant, questionnant de jeunes soldats hébétés qui se croyaient en manœuvre, totalement inconscients de ce qu'ils étaient en train de faire, la foule se pressait, désemparés, désespérés, abattus. Abattus, mais non encore vaincus. Des groupes de 2 ou de 3 quittaient régulièrement la place pour s'aventurer dans les rues adjacentes. D'autres descendaient furtivement d'un immeuble, faisaient un tour et rentraient. Le mot d'ordre circulait d'oreille à oreille. Nous savons où nous sommes, par la canaille. Alors, la ville devint une ville sans nom. Sans que jamais on ne les vit opérer, des milliers de mains anonymes, des mains d'ouvriers, calleuses et rêches, des mains d'intellectuels, longues et fines, des mains de vieux, tremblantes et décharnées, des mains de gosses, petites et blanches, des mains de femmes du monde, baguées et manicurées, des mains de femmes publiques, chaudes et douces, des mains à droite, des mains gauches, des mains fortes, des mains débiles, des mains hâlées, des mains pelées, des mains fières, des mains propres, des mains libres, toujours et encore, enlevaient, détachaient, arrachaient, barbouillaient les panneaux indicateurs, les plaques des rues, les plaques des arrêts de bus, des arrêts de tramway, des gares. Et au fil des heures, les chars tournaient, retournaient, s'aventuraient dans un monde qui n'était pas pour eux,
dans un monde sans écrit que les cartes caractères cyrilliques ne parvenaient plus à déchiffrer. Un rire sourd courait parmi la foule. 4 officiers, alternativement pâles et rouges de colère, tournaient autour de l'immense statue sans parvenir à en découvrir le nom. Le socle en avait été barbouillé et par endroits même gratté. Fièrement dressé sur sa monture, le cavalier refusait de décliner son identité et d'identifier, par ce fait, la place. Insensible aux suppliques comme aux injonctions, son regard de pierre restait aveugle. Mais soudain, un cri énorme, triomphant, consternant, retentit. Là-haut, Saint Venceslas! Surpris d'avoir été découvert, Saint Venceslas manqua de dégringoler de la coupole baroque où il avait cherché refuge et d'où il observait la scène. Il se rattrapa in extremis à une croix feuilletée d'or opportunément située sur sa trajectoire. Il se rappela son martyre passé et frémit à l'idée de finir aussi piteusement. Puis il songea au Christ et à Judas. Qui donc l'avait trahi? Tout en retrouvant son équilibre sur le toit, il regarda en contrebas. Un homme, en uniforme de l'armée tchèque, le désignait fébrilement du doigt aux officiers soviétiques. Gottwald! C'était donc lui, Judas! Au lieu de rester caché comme tous les noms de rue et de place, il s'était présenté à l'envahisseur et allait les dénoncer un à un. Quel vipère lubrique! Il était surexcité, il suait, postillonnait, s'enthousiasmait, comme au temps du coup de Prague. Tout de même, on l'avait dit patriote pendant la guerre. Patriote, mais communiste, il est vrai. Saint Venceslas n'avait pas le temps de s'étendre davantage sur les mystères de la psychologie politique. Il lui fallait fuir au plus vite. Suivant la direction indiquée par les câbles électriques des tramways, il glissa de toit en toit jusqu'à la vieille ville. De là, il comptait traverser la Vtava au pont Charles, puis partir pour les collines avoisinantes. Il y attendrait parmi les forêts et les écureuils que la situation s'améliora. Au centre de la place de la vieille ville se dressait la statue de Jean Hus. À ses pieds se déroulait la même scène que tout à l'heure au pied de celle de Venceslas. 4 officiers soviétiques tournaient autour en vociférant des mots ouraliens que personne ne voulait comprendre. Une jeune fille pourtant s'approcha d'eux. De longs cheveux blonds et fins encadraient son visage maigre. Elle se hissa sur le socle de la statue, déposa entre les lèvres de Jean Hus un œillet rouge et embrassa le héros de la nation tchèque comme pour l'encourager par cette étreinte d'amour à se taire toujours. L'attention émue de Venceslas fut distraite par un bruit de verre brisé, suivi par celui lourd de la chute d'un corps. Ces 2 bruits associés lui étaient familiers. Il se rappelait les avoir entendus en 1419, en 1483, en 1678, en 1948. C'est curieux comme aux heures tragiques de leur histoire, les Pragois ont toujours eu l'habitude de s'entrejeter par les fenêtres. Regardant amusé la silhouette désarticulée qui venait d'être défenestrée, Venceslas eut la surprise de la voir se relever, en gémissant un peu. Il reconnut alors Jean Hus. Dans l'embrasure de la fenêtre, il remarqua 2 frimousses barbus et chevelus qui riaient entre leurs dents d'un rire guttural aux fortes intonations germaniques. Sans réfléchir plus longtemps, Venceslas s'élança et emporta sur ses puissantes épaules carapacées de guerriers des âges barbares le corps pantelant de Jean Hus. Arrivé près du fleuve, Jean Hus lava ses plaies. Pour l'essentiel, il était indemne. C'était un dur à cuire, dont même les flammes du bûcher de Constance n'avaient pu venir à bout. Il expliqua à Venceslas être tombé dans un piège, en tout point semblable à celui qui lui avait été fatal lors de son existence humaine. Marx et Engels, après avoir abandonné leur faubourg, lui avaient donné rendez-vous à l'hôtel de ville pour discuter d'un arrangement éventuel avec les soviétiques. Il lui avait promis un sauf-conduit. En guise de sauf-conduit, il l'avait malproprement précipité au travers de la fenêtre, dans l'espoir de le livrer inerte à l'envahisseur. Hus décida de se réfugier dans les collines avec Venceslas. Ils quittèrent la vieille ville pour rejoindre le fleuve
et se dirigeait vers le pont Chartres. Un rayon de soleil perça le ciel sombre. Une mélodie aigrelette se mêlait au bruissement de l'eau qui coule. Au loin, ils aperçurent la silhouette d'un homme en redingote étendu sur le côté. C'est lui qui chantait. Il chantait son pays, ses vallées, ses champs de blé. Il chantait Prague, Prague opprimée et qui renaissait dans sa musique. Il chantait la Moldau. Sourd comme un pot, l'homme ne les entendit pas approcher. Avec sa délicatesse habituelle, Venceslas lui frappa fraternellement l'épaule de sa main gantée de fer. Les notes mélodieuses dégénérèrent en un cri de douleur mêlé de stupéfaction pour s'achever en un ouf de soulagement, long et sifflant, lorsqu'il reconnut les deux héros tchèques qu'il avait tant admirés de son vivant. Smetana, car c'était lui, s'il avait pu se résigner à abandonner son quai, n'avait pu se résoudre à s'éloigner du fleuve. Aussi errait-il en rêvant le long des berges désertes. Huss et Venceslas tentèrent de lui expliquer le danger qu'il y avait à rester ici. Mais l'illustre compositeur n'entendait et donc ne comprenait rien. Il y eut un échange de gestes confus qui n'eurent guère de résultat. Venceslas, qui commençait à perdre patience, fulminait. Huss se contorsionnait en tous sens, et Smetana, qui avait eu autrefois une passion pour les numéros de clown, s'esclaffait, quand soudain surgit hors d'un buisson une mine broussailleuse. Smetana blêmit. Il comprenait enfin. Marx éructa du fond de la gorge un son bref qui fit apparaître deux autres têtes, celles de Gottwald et Engels. Sans perdre un instant, Venceslas saisit sa lance, qu'il fit tournoyer autour de lui. Quelques poils marxistes s'éparpillèrent dans l'air. Surpris, les agresseurs reculèrent d'un pas. Leurs victimes en profitèrent pour se sauver à toutes jambes. Ils escaladèrent précipitamment un escalier de fer et se retrouvèrent dans la ville, aux confins du quartier Yossifov, le ghetto juif. Rien, à dire vrai, ne distinguait le quartier que l'on avait cru devoir assainir à la Haussmann au début du siècle. Dans ces rues larges et régulières, nul espoir de perdre leurs poursuivants. Venceslas prit alors l'initiative de pousser la première porte venue. La pièce où ils déboulèrent sans le moindre égard était sombre. Seuls quelques cierges brûlaient, éclairant d'une lumière tremblante des piliers aux chapiteaux décorés d'animaux fabuleux. Dans la semi-obscurité, on devinait en hauteur de vastes voûtes. Derrière une grille gothique en fer forgé, une ombre se courbait au-dessus d'un ouvrage. Des mots étranges, murmurés à voix basse, traversaient la salle, portés par l'écho. Shin Shaddai, Yehovah Adonai. Venceslas, Huss et Smetana eurent soudain l'impression de déranger. Ils se blottirent dans un coin et tentèrent de se faire tout petits, comme pour faire oublier leur entrée fracassante. Mais l'homme dressa la tête et les dévisagea. Ses yeux, dans la flamme d'un cierge, étaient d'un noir profond. Ses sourcils froncés plissaient la peau de son front, qui semblait former, au-dessus du nez, des signes cabalistiques. Un frisson saisit les trois compagnons, bien que fantôme, le surnaturel les effrayait. Le rabbin se leva, déposa la Torah dans son arche de pierre et se dirigea vers eux à pas feutrés. Rabbi Isaac Lev ben Bazalel les attendait depuis le matin. Il avait peigné ses cheveux et sa barbe, il avait endossé un cafetan neuf. Il leur proposa de boire de la bière. Ils tentèrent de lui expliquer que l'heure n'était pas à boire de la bière, pas plus que le lieu d'ailleurs, mais il ne voulait rien entendre. Dieu lui avait donné mission de les protéger et il les protégerait à sa manière. Sur ce, il sortit en leur ordonnant d'attendre son retour. Venceslas, Huss et Smetana s'assirent sur un banc et gardèrent le silence. Le bruit d'un char perdu dans la ville pénétrait parfois, feutré dans la synagogue. À d'autres moments, on entendait des exclamations en russe. Une fois, on entendit, très loin, un cri en tchèque, suivi d'un coup de feu. Rabbi Lev revint bientôt, bruyamment escorté d'hommes au visage rond et jovial.
Au milieu d'eux se déhanchait, en arborant fièrement un plateau couvert de chopes de bière de Pilsen, une épaisse jeune femme à la poitrine généreusement décolletée. Quand ils aperçurent en chair et en os les illustres noms de rue, les illustres héros de la résistance à l'envahisseur, dont les exploits déjà commençaient à courir d'oreille en oreille, ce fut une exclamation de joie. Sans la moindre précaution, chacun voulait les toucher, les embrasser. Les bosses s'accumulaient sur les fronts à force de se heurter au casque de Venceslas. Smetana, déjà sourd, devint presque aveugle quand son monocle tombé à terre eût été piétiné d'enthousiasme. Huss faillit voir ses membres encore douloureux de sa récente défenestration se briser tant ses suppôts le lançaient haut en l'air. Chacun buvait, chacun riait, l'exaltation montait, on en vint à chanter des hymnes patriotiques. La joie fit alors place à l'émotion. Debout, en cercle autour de leurs trois idoles, les hommes, les uns la tête baissée, les autres le front haut, tous la main sur la poitrine, lançaient dans l'air leur voix de basse que l'écho reprenait à l'infini d'une voûte à l'autre, mêlée à celle de contralto de la serveuse qui, un pas en retrait, le buste fièrement dressé, perdait son regard noyé de larmes dans l'obscurité qui les enserrait. Puis, Rabbi Lev prit place dans la chaire destinée à la lecture de la Torah. Son visage retrouva l'intensité mystique qui avait fait place tout à l'heure, quand il s'était agi d'engloutir une chope de bière, à une bonhomie bien différente. Ses sourcils, à nouveau, se fronçaient, imprimant à son front, au-dessus du nez, d'étranges plis. Il sortit de la poche de son cafetan un sachet rempli de terre glaise. Il la prit dans ses mains et commença à la malaxer, en expliquant à son auditoire, parmi lequel on ne comptait aucun fils d'Israël, que le ghetto, depuis plus de 1000 ans, avait dû apprendre à se défendre. Il rappela le pogrom de 1389. Il rappela les expulsions du XVIe et du XVIIIe siècle. Il rappela le protectorat de Bohême-Moravie, les lois de Nuremberg. Il rappela la nuit et il rappela le brouillard. Tandis qu'il parlait, de l'argile coulait entre ses doigts et tombait à terre. Les rabbins ont toujours protégé la communauté juive, expliquait-il. Aujourd'hui, lui, le descendant de 10 générations de kabbalistes, lui que ses fidèles avaient abandonné pour de jeunes rabbins réputés moins huluberlus, allait protéger toute la ville de Prague, tout le pays tchèque. La terre humide et grasse s'accumulait sur le sol de pierre de la synagogue. Elle formait maintenant un petit monticule, bien plus important que ce que l'on aurait cru pouvoir être contenu dans le sachet sorti du cafetan du rabbi. Celui-ci prenait un ton de plus en plus extatique. Bientôt, ce n'est plus à l'auditoire qu'il s'adressait, mais à lui-même ou à son Dieu. Tout alors alla très vite. Ce que chacun commençait à redouter se produisit. Rabbi Isaac Lev ben Bazalel prononça le mot fatidique. Golem. Et la boue se transmua en de la substance vivante. Il prononça une seconde fois le mot et la substance prit la forme d'un géant au sourire bonasse coiffé d'une étoile de David. Il prononça une troisième fois le mot et ce fut la catastrophe. Le sourire devint une grimace, l'étoile de David a un casque de l'armée soviétique. Le monstre, comme à chaque fois, avait échappé à son créateur. Les hommes s'enfuirent en tous sens. La serveuse rassembla ses chopes et les imita. Le golem pointa son fusil mitrailleur en direction du rabbi, qui, les bras en croix, tentait de la ramener à la raison à grand renfort d'incantations bibliques. Le corps du rabbi bascula et vint se briser sur le sol parmi la terre éparse qui y subsistait encore. Venceslas, Huss et Smetana, en quittant le ghetto, se jurèrent de ne surtout plus recourir à l'aide des mortels. Ils étaient peinés pour le rabbin,
Homme incompétent mais sympathique. Il l'était davantage encore pour la ville, qui aurait désormais à lutter contre un ennemi d'autant plus redoutable qu'il serait aidé du golem. Quand ils arrivèrent au pont Charles, ils le trouvèrent étrangement désert. Ils s'attendaient à y voir une foule de militaires. C'était le point stratégique de la ville, à l'architecture caractéristique, avec ses 3 tours médiévales en guise de porte. Parvenir à l'identifier devait permettre aux soviétiques de retrouver assez facilement le nom des rues avoisinantes. Venceslas regarda un instant la statue équestre de Charles, à la tête du pont qu'il avait fait construire, derrière lequel, sur l'autre rive, le château du Ratchsani découpait à l'horizon le profil de ses bulbes. Venceslas pensa un instant à la grandeur illustre de son successeur, qui avait osé faire de Prague la capitale du Saint-Empire, la ville d'où les messagers partaient à travers toute l'Europe, la ville où affluaient de toute l'Europe les étudiants. Plus qu'un autre, il méritait le nom de père de la patrie. Et pourtant, il acceptait, face à l'envahisseur, de n'être plus qu'une statue anonyme, sans nom. Son socle, comme tous les socles dans la ville, avait été barbouillé de peinture. Où était-il à l'heure actuelle? Lui aussi? Était-il parti vers les collines? Venceslas faisait part de ses réflexions à ses compagnons, tandis qu'ils traversaient le pont, quand une voix les interpella discrètement. Les alentours étaient déserts. La voix pourtant continuait de se faire entendre. Ils observèrent la dizaine de statues qui ornaient le pont. Toutes étaient ternes. Autrefois, hier encore, elles avaient dû être vives et expressives. Mais aujourd'hui, leurs âmes semblaient parties en exil. À y regarder de plus près, cependant, on pouvait remarquer que dans le regard de l'une brillait une certaine malice. Jean Hus, qui était le plus perspicace, s'en approcha. Mais il recula aussitôt d'un pas en se signant à multiples reprises. Aucun nom n'était lisible sur la croix. Mais il reconnut aussitôt l'effigie de son ennemi de toujours, celui qui n'avait dû sa canonisation qu'à la volonté de l'Église romaine de faire oublier son nom à lui, Jean Hus. Celui qui avait été précipité du pont dans la Vtava et qui eût été mieux inspiré d'y rester à jamais. C'était effectivement Jean Népomucène qui parlait. Il aurait préféré être remarqué par Venceslas ou Smetana plutôt que par Jean Hus. Mais l'heure était à l'union sacrée. Finalement, quelle différence entre Hus et lui? Une différence religieuse? Foutaise! La vérité était que l'un avait été brûlé pour avoir voulu faire entendre sa parole et que l'autre avait été précipité dans les flots pour n'avoir pas voulu révéler le contenu d'une confession. Tous deux étaient les martyrs de la vérité, de la liberté et de la dignité. Ému par l'éloquence de Népomucène, Hus alla à sa rencontre et l'embrassa. On put alors savoir ce que Népomucène avait de si important à dire. Goldwald, Marx et Engels étaient venus. Ils étaient accompagnés du redoutable Staline. Ils avaient arpenté les environs et surpris Charles, qui s'était réfugié dans la charpente du toit de la petite tour du pont. Sa dignité impériale ne le protégea en rien des mauvais traitements de cette brute de Staline, qui le tira par les cheveux tout en lui donnant de grandes claques au visage. Riant de leurs mauvais coups, les 4 voyous emmenèrent le père de la patrie vers le nord, en direction de l'ancien monument de Staline. Il fallait absolument le libérer, avant qu'il ne le livre aux soviétiques, car alors la normalisation de la ville serait proche. Venceslas, Hus et Smetana, maintenant affublés de Népomucène, descendirent le fleuve. Après quelques centaines de mètres, ils suivirent une rue qui escaladait le versant escarpé de la rive gauche. Puis ils empruntèrent une allée mal entretenue, parsemée d'herbes folles. L'allée, rectiligne, convergeait avec d'autres au bas d'un socle aux dimensions cyclopéennes, qui évoquait une rampe de lancement partiellement détruite par des bombardements. Sur le socle, une curieuse scène se déroulait.
Marx, Engels et Gottwald, debout, formaient comme les angles d'un triangle isocèle, au milieu duquel se dressait Staline, qui tenait droite la tête pantelante à force de coups reçus, de Charles IV, à genoux à ses pieds. La main gauche, à demi paralysée et gantée de noir, pendant le long de sa cuisse, les yeux projetés au loin, sur les 100 clochers de la ville qui s'étendaient en contrebas jusqu'aux limites de l'horizon, il déclamait d'une voix forte, au lourd accent géorgien, un monologue interminable qui faisait frissonner sa moustache épaisse. Il rappelait le glorieux monument qui s'était élevé jadis sur ce socle. Il énumérait une à une les injonctions de béton qu'il avait fallu réaliser dans la rive pour qu'elle en supporte le poids. Il racontait sa posture fière et paternelle, son regard qui embrassait la ville, tandis qu'une armée d'ouvriers et de paysans, dans son dos, veillait sur lui et le vénérait. Il criait à la trahison de ceux qui, après l'avoir adoré, l'avaient répudié et avaient détruit le plus vaste temple qui lui ait jamais été offert de par le monde, sous prétexte que la mode était à la déstalinisation. 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 Eh bien, cette mode stupide était finie. Qu'on se le dise. Et lorsque lui, Staline, livrerait Charles IV, le verrou de Prague, aux soviétiques, ceux-ci ne pourraient pas lui refuser la reconstruction de son monument. Fini alors pour lui l'ombre puante de l'unique venelle à laquelle son nom restait pour l'instant attaché. Bienvenue au soleil, à la lumière, à la majesté. Tandis qu'il parlait, Hus observait dans le lointain, en face, la silhouette de la gigantesque statue équestre de son fidèle Jean Zizka, le génial général hussite qui défendit le pays contre 5 croisades. Son cheval de bronze mesurait près de 10 mètres de long. Dressé face à Staline, qui pleurait le mémorial de la servitude, il incarnait l'indestructible mémorial de la pugnacité tchèque. Gottwald, lui aussi, observait Jean Zizka. La mauvaise conscience s'empara de son esprit. Il ne se sentait pas l'âme d'un social traître, imbu de principes démocratiques. Mais de là à reconstruire cette immondice de pierre à la gloire des libertés abolies, à la gloire de la terreur institutionnalisée, non. Et puis, n'en déplaise à l'internationalisme prolétarien, Staline était tout de même un étranger. Gottwald se sentait cependant suffisamment peu de choses pour ne pas oser manifester sa désapprobation. C'est Marx qui émit les premières récriminations. On avait beaucoup parlé ces derniers temps de socialisme à visage humain. Or, il fallait bien reconnaître que le sang géorgien, dilué à la vodka que lui avait transmis son cordonnier de père, avait donné à Staline un visage d'un aspect pour le moins inquiétant. Engels approuva les dires de son alter ego. Gottwald rassembla son courage et se lança à son tour. Staline rétorqua alors par un terrible « Niet !» qui fit trembler le ciel lui-même et se lever un vent de tempête. Les moineaux et les pigeons abandonnèrent précipitamment les alentours d'un vol rapide au ras de terre. Quelques gouttes tombèrent. Staline allait prononcer un autre mot, plus terrible encore, quand une face chauve, au menton allongé en pointe par un bouc, apparut soudain sur le socle. Ses yeux ensommeillés brillaient d'une colère mal contenue. Fous. Il paraît qu'ils étaient devenus fous, au point qu'il avait fallu le réveiller, lui, Lénine, pour qu'il mette de l'ordre à tout cela. Ah, ce Staline, toujours présent dans les mauvais coups. Mais Marx, Engels, comment avait-il pu se laisser entraîner dans pareille aventure ? Ces derniers cherchèrent à se disculper et incriminèrent Gottwald qui, confus, se mit à pleurer et à dénoncer l'influence pernicieuse de Staline. Celui-ci ne disait rien, mais il jetait à chacun de ses détracteurs un regard lourd de menace. Quant à Lénine, il ne lui faisait pas peur. Il en avait maté de plus coriace. N'empêche qu'il tremblait comme une feuille quand Lénine, avec l'énergie du grand soir, dressa le réquisitoire de son procès devant l'histoire. Lénine n'eut qu'un tort, celui de désigner Staline, pour l'humilier, sous son surnom d'enfance, Soso.
Blessé dans sa fierté, Staline bondit comme une furie sur Lénine. Les deux hommes roulèrent à terre. Gottwald, intervenu pour les séparer, prit un mauvais coup qui l'envoya tituber sur un corps au pied de Marx. Celui-ci hurla de douleur et donna un grand coup de genou dans le visage tuméfié de Gottwald. Engels, qui croyait Marx menacé, se jeta à son tour sur Gottwald, qui, exaspéré de recevoir des coups et de n'en point donner, le fit chuter d'un habile croc en jambe avant de le frapper de toute la vigueur de ses poings. Venceslas, Hus, Smetana et Nepomucène, qui avaient jusqu'alors assisté à la scène en silence, profitèrent du tumulte général pour se hisser sur le socle et emporter Charles, oublié dans un coin. Venceslas ne put s'empêcher, avant de redescendre, d'asséner quelques coups de botte en fer dans la mêlée qui tournait sans discontinuer sur elle-même. Il s'agissait maintenant de partir au plus vite pour les collines. Ou plutôt, il se serait agi, car les discordes internes au nom de rues communistes avaient fait un tel raffut qu'elles avaient fini par se faire entendre du monde des vivants. De chacune des allées rayonnantes qui menaient au piédestal arrivaient des automitrailleuses. Les fugitifs durent alors songer à se séparer. Après s'être souhaité bonne chance, chacun détala dans une direction. Mais il y avait des soviétiques partout. Venceslas, alourdi par son armure et sur ses épaules le corps inerte de Charles, qui s'était évanoui, s'embourba. Il fut le premier arrêté. Le second fut Smetana, qui, sourd comme un pot et rendu presque aveugle par le bruit de son lorgnon dans la synagogue, se précipita en ânonnant, les bras en avant, contre le poitrail musclé d'un caporal-chef. Hus se prit les pieds dans sa robe théologique. Nepomucène, dans son désespoir, ne trouva rien de mieux à faire que de s'agenouiller et prier. Tous les 5 furent chargés dans un camion bâché qui se dirigea vers le stade olympique. Là étaient rassemblés tous les noms de la ville. Il y en avait des milliers, auxquels venait se joindre le flot incessant des nouveaux arrivants. C'était effrayant. Tous étaient là. Kafka, Dvorak, Yanak, Hazek, Meringue, Komensky, Novotny, Masaryk, Bénès, la princesse Libuse, tous avaient été repris. Boleslav, Bretislav, Ratislav, Adalbert, Peter Parler, Wallenstein, Hohenstein, Schönborn, Lobkowitz, Spa. La plupart ne se connaissaient pas et faisaient connaissance. On se racontait les dernières heures. Parfois on se racontait les exploits anciens pour lesquels on avait été jugé digne de donner son nom à une plaque de rue. L'atmosphère eût finalement été bon enfant si on n'avait pas vu ses camarades emportés sous escorte dans un bâtiment de chantier et en ressortir, quelques instants plus tard, les reins brisés, le visage tuméfié, les ongles calcinés. C'était la salle des tortures. Face à un officier du KGB, affublé de l'effrayant golem en guise d'homme de main, il fallait décliner son identité, puis indiquer sur une carte éditée à Moscou où se trouvait la rue qui portait son nom. La plupart parlaient assez vite. Certains, comme Venceslas, Hus, Smetana, Nepomucène ou Charles, dont l'aventure commune avait développé le courage et la fierté, furent torturés des heures durant, sans jamais céder. Mais la résistance était vaine. En procédant par élimination, il ne fut pas difficile de les situer sur le plan. Le corps meurtri, triste et abattu, Saint Venceslas avait repris de force sa position dans sa statue. Sur les 700 mètres de la place, la foule était toujours aussi immense. Les conducteurs de chars, qui comprenaient mieux à présent ce qu'ils étaient venus faire ici, étaient toujours autant assaillis de questions. Un très jeune homme, les joues creuses et pâles, s'approcha du piédestal de Venceslas. Il portait à la main un jerrycan. Il le souleva à bout de bras et en renversa sur sa tête le contenu. Une essence à l'odeur forte et âcre. Grattant une allumette, il la dirigea avec élégance vers son front, et soudain s'embrasa. Les flammes dévorèrent son corps avec voracité. Son visage, pourtant, semblait sourire. Dans l'air tremblant de chaleur, Venceslas vit son âme qui s'envolait. Ému et ragaillardi, il lui fit un petit signe. Le printemps de Prague avait trouvé son martyr.
Un jour, non loin, c'était sûr, une rue prendrait le nom de ce jeune homme. Le beau nom de Yann.